C'est un symbole. Ce qu'on voit ici, Manuel Cervera Marzal, objectivement, n'est pas légal. Il n'est pas légal d'incendier un restaurant, de piller des boutiques, de saccager un monument ou d'enfoncer le portail d'un ministère. Ma question est, et c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui bien sûr, ma question est double. La première c'est, est-ce que c'est légitime? Et la deuxième c'est, jusqu'où peut-on être légitime? C'est-à-dire, quand est-ce que la légitimité peut recouvrir la légalité et finalement disculper celui qui se rendrait coupable d'exactions de cette nature? Manuel Cervera Marzal est chargé de recherche à l'Université de Liège. Il faut effectivement distinguer ce qui est légal, ce que l'État autorise, et ce qui est légitime. Aujourd'hui, on considère qu'il ne faut pas porter atteinte à des vitrines et à des personnes parce qu'on dit qu'on est en démocratie. Mais prenez le cas de régimes totalitaires. Dans des régimes totalitaires, ça paraîtrait normal et même évident à la plupart d'entre nous qu'on a le droit effectivement de s'en prendre à des dictateurs de manière, avec des façons, des modes d'action qu'aujourd'hui on réprouve. C'est-à-dire que la question de la légalité se pose ici à l'intérieur d'un cadre présenté comme démocratique. Présenté comme démocratique, mais en réalité, on sait bien qu'aujourd'hui, le pouvoir est exercé par une minorité, une oligarchie qui est à la fois financière et politique, qui d'ailleurs est de moins en moins libérale, qui autorise de moins en moins, qui défend de moins en moins les libertés démocratiques et civiles, puisque par exemple, aujourd'hui, on n'a quasiment plus le droit de manifester en France. Sur le papier, oui, bien sûr, dans la Constitution, on a toujours le droit de manifester, mais de facto, aujourd'hui, descendre dans la rue, c'est risquer de perdre un œil, on y reviendra, donc c'est quelque chose qui est remis en cause. Et puis la loi, de toute façon, on sait. Il faut rappeler que la loi anti-casseurs, à laquelle vous faites ici implicitement référence, à l'heure où nous enregistrons cette discussion, a été votée au Parlement, donc début avril, il y a à peu près un mois de cela. Bien sûr, et c'est une loi qui restreint drastiquement, et ça a été dénoncé par tous les avocats, la liberté de contester. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette citation de Pascal que j'ai de mémoire, mais qui disait que ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on fit que ce qui est fort fut juste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que derrière la loi, bien souvent, il y a le pouvoir du plus fort. Même dans ces régimes qu'on dit démocratiques, derrière la loi, il y a des millionnaires qui siègent au Congrès américain, il y a 25 000 lobbyistes à Bruxelles. Donc il faut faire droit quand même au contexte dans lequel Pascal écrit ça. Le passage que vous citez se trouve dans Justice et raison des effets. Oui. Chez Pascal, ça vient du fait que le pouvoir est à la fois imaginaire, repose sur des représentations imaginaires, et que dans le même temps, paradoxalement, il était conservateur, il disait mieux vaut une injustice qu'un désordre. Donc c'est le même homme qui dit cela. Mais on est dans un contexte qui est celui du XVIIe siècle, qui n'engage pas pour le coup une légitimité démocratique. Les paradoxes de Pascal sur le pouvoir se poseraient moins à l'ère d'un individu élu démocratiquement par une majorité. Non, alors parce que vous dites qu'aujourd'hui on est en démocratie, mais ça c'est un grand mythe on montre là des images qui viennent des Gilets jaunes, c'est un grand mythe que les Gilets jaunes sont en train, avec une clairvoyance inouïe, de déconstruire en fait ces régimes qui sont en fait des gouvernements représentatifs. C'est comme ça qu'ils ont été appelés quand ils ont été fondés il y a 2 siècles et demi de ça, par Guizot, Montesquieu, Sieyès, etc. Eh bien, les fondateurs de ces régimes politiques qu'on a toujours aujourd'hui, et qui à l'époque étaient à la fois des philosophes et des ministres, des dirigeants politiques, écrivaient noir sur blanc nous ne fondons pas des démocraties, parce que la démocratie, c'est le pouvoir de n'importe qui, c'est la vengeance des pauvres, c'est le désordre, c'est l'anarchie, c'est le chaos. Donc on a fondé des régimes qui étaient volontairement non démocratiques, mais que, un siècle plus tard, à la fin du XIXe siècle, on a rebaptisé démocratie parce que quand on brigue le suffrage des électeurs, effectivement, il vaut mieux se dire démocrate. Donc, mais là, les racines, la violence, c'est pas aujourd'hui ce qui vient menacer notre régime. La violence, c'est le fondement même du régime politique et du système économique dans lequel on vit. Dans un très beau passage de Chien blanc, Romain Gary explique qu'il parle des émeutes à Los Angeles à la fin des années 60. Et il dit, les pillards, il parle des gens qui cassent des boutiques, etc. À l'image, d'ailleurs, il faut rappeler d'ailleurs que la personne qui dit, parlant du Fouquet's à la fin de cette séquence, c'est un symbole, n'est pas un pillard du Fouquet's. C'est quelqu'un qui commentait cela, donc ce serait injuste de lui faire peser cette responsabilité sur les épaules. Donc Romain Gary, j'en reviens à Romain Gary, dans les émeutes de Los Angeles, Romain Gary observe que les pillards ne désobéissent pas tant à la loi qu'ils obéissent à une loi supérieure qui est, dit-il, la loi des sociétés de provocation. Une société de provocation est une société qui met en vitrine des trucs désirables sans donner aux gens les moyens de les acquérir. Et en somme, quand on pille, on obéit
avant même de transgresser. Qu'est-ce que vous diriez de cela? Et je trouve cette idée absolument juste, en fait. D'un côté, on attise les désirs de consommation des individus, et de l'autre côté, en les plongeant dans des situations de précarité toujours plus grandes, on les prive, en fait, de pouvoir réaliser ce désir. Donc ça crée de la frustration, et ça peut conduire à de la colère comme celle qu'on voit là. C'est une analyse très juste des contradictions de la société capitaliste et de la société de consommation. Mais peut-être là où je n'arrive pas à vous suivre, c'est le moment où vous donnez le sentiment que la légitimité est telle que ces violences-là sont fondatrices, en définitive, d'un renouvellement démocratique où approfondirait finalement la démocratie au lieu de la contester dans ces institutions. C'est juste là que j'arrive pas à vous suivre, en fait. Non, moi je dis pas que ces violences-là sont émancipatrices ou fondatrices d'une nouvelle démocratie. Je dis simplement que les Gilets jaunes, puisque c'est d'eux dont il est question, n'ont pas provoqué la violence, ils l'ont rencontrée sur leur chemin. Ils ont rencontré une violence qui était déjà présente. Et j'ai amené ce livre de Dom Helder Camara. C'est un évêque brésilien qui montrez-le à la caméra. Voilà, c'est un évêque brésilien qui a vécu 90 ans au XXe siècle et qui a beaucoup fait pour les favelas, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais lui était l'un des premiers à s'être engagé à leur côté. Et il disait, alors je vais vous donner la citation plutôt de mémoire, elle est extrêmement importante. Il disait, il y a 3 types de violences. Il y en a 2 qu'on a vus là dans l'extrait vidéo. Il y a la violence de la répression, les LBD, les matraques, etc. Il y a la violence contestataire, contre les vitrines ou contre les CRS, mais il y a la première violence qui est la mère de toutes les autres et dont on ne parle quasiment jamais, ou alors vraiment à la dernière page du journal. Sociale. La violence sociale, la violence institutionnelle, la violence en France, il y a 2 millions de logements vacants en bon état, et ce soir, il y a 500 enfants qui vont dormir à la rue. En fait, les institutions, telles que vous les présentez ici, valident ou institutionnalisent une inégalité de fait. Je me demande à cet égard si toute forme d'institution n'est pas d'emblée contestable par vous. Toute forme d'institution est contestable, bien sûr, parce que c'est le propre même, justement... Non, mais perçu par vous comme liberticide, en somme. Non, pour moi, non. Il y a des institutions, par exemple, la démocratie au sens de la démocratie directe, ou bien un régime, une société dans laquelle vous n'avez pas 1% qui possède la moitié de la richesse mondiale, mais où vous avez une égalité des conditions de vie. C'est une société qui est non violente, parce que c'est une société qui permet à chacun de s'épanouir à égalité avec les autres. Oui, mais le problème, c'est que le chemin pour conduire à une telle société est lui-même un chemin extrêmement violent. Non, parce que si vous contraignez les individus, ah mais Gandhi, oui, d'accord, mais si vous contraignez les individus à avoir autant les uns que les autres, alors que leurs parcours individuels les portent à disposer ou à des revenus inégalement répartis, c'est par la violence que vous rétablirez l'égalité. Non, pas forcément. Bonjour Vanessa Codaccioni. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans Philosophie. Vanessa Codaccioni est historienne et maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 8. Vous êtes Vanessa Codaccioni, l'auteur de La légitime défense, homicide sécuritaire, crimes racistes et violences policières. S'il vous plaît, tout ça aux éditions du CNRS. Est-ce que l'idée selon laquelle l'État répond par la violence à une violence qu'il essaye d'organiser, voire même de susciter, vous semble une analyse pertinente? En fait, l'État, il a toujours... Venez avec nous, on a beaucoup d'images à montrer à nos spectateurs. L'État a toujours pour objectif de déradicaliser, d'empêcher des violences. Mais on voit très bien qu'ici, c'est totalement contre-productif et que dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, au contraire, la gestion de ce mouvement-là va produire de la radicalisation et va produire des violences. Mais délibérément de la part de l'État? Est-ce que vous pensez que l'intérêt d'un gouvernant, soyons cyniques. Oui. Est-ce que, du point de vue d'un gouvernant, son intérêt, c'est d'avoir des gens radicalisés qui manifestent face à des policiers épuisés qui répondent trop violemment et qui provoquent ensuite des catastrophes? Est-ce que son intérêt est là-dedans? Il y a les deux. C'est-à-dire à la fois, il faut qu'il y ait un seuil de violence qui ne soit pas atteint, et ça c'est très difficile à mesurer, mais les violences permettent au gouvernement, et plus généralement aux hommes et aux femmes politiques, de faire passer des législations. La législation anti-casseurs serait-elle passée aussi vite, aussi rapidement, aurait-elle été aussi bien acceptée aujourd'hui, alors qu'elle n'avait pas du tout été prévue pour le mouvement des Gilets jaunes? Vous voulez dire que l'État a présenté comme une conséquence des manifestations ce qui était au départ une intention inscrite dans son ADN d'État? Dans son ADN, et la loi anti-casseurs le montre extrêmement bien, puisque cette loi, elle n'avait pas du tout été prévue pour ce mouvement-là, mais pour le 1er mai dernier. Donc on voit très bien qu'on va inscrire à l'agenda politique, précisément parce qu'il y a des violences manifestantes, quelque chose qui était déjà, pour le dire vulgairement, dans les tuyaux. Qui était déjà dans les tuyaux. Alors, nous avons ici une série de photos. On présente à peine celui-là, Jérôme Rodriguez, éborgné,
Mais on a également d'autres individus moins connus, moins médiatiques, moins charismatiques aussi peut-être. Alex, 34 ans, blessé le 8 décembre sur les Champs-Élysées. Franck Didron, blessé le 1er décembre 2018. Nous n'avons pas le nom de ce monsieur. Il a été blessé dans une manifestation dans l'est de la France. Ici, Ilias Payard-Podet, 20 ans, blessé à la main le 26 janvier. Patrick Gallian, blessé à Paris le 24 novembre. Et Patrice Philippe, ici, blessé le 8 décembre sur les Champs-Élysées. En contrepoint de ces images, le fameux LBD, anciennement connu, peut-être mieux connu d'ailleurs avant, sous le nom de flashball. La juxtaposition de ces deux images donne le sentiment que nous vivons dans un État policier, un État répressif, un État où la police est mandatée pour tirer sur les citoyens. Est-ce que cette représentation des choses vous satisfait ou est-ce que les choses, pour vous, peuvent être plus complexes que cela ? Manuel. Il faut raison garder, on n'est pas encore dans un État policier, dans un État totalitaire, même disent Ça me certains. fait plaisir que vous le disiez. Non, mais bien sûr, non, mais parce seul, là pour le non, coup, parce oui. qu'il ne faut pas non plus être dans l'exagération, mais par contre, on n'est pas au Venezuela. Quand on regarde, rien que c'était l'acte 4 ou 5 des Gilets jaunes, début décembre dernier, en une journée à Paris, plus de grenades de désencerclement ont été lancées en une seule journée à Paris que durant toute l'année 2017 qui avait précédé. Les commandes d'ailleurs de cette arme-là qui est vendue, il y a des armes aujourd'hui qu'on utilise contre les manifestations qui, quand les Français les vendent à l'étranger, sont vendues sous la dénomination armes de guerre. Donc on utilise des armes de guerre contre notre propre population. Ces armes, on appelle les armes sublétales, pour sublétales, être technique. oui, oui. C'est-à-dire que sublétale, l'objectif n'est pas de donner la mort. Sauf qu'elles ont déjà donné la mort à Marseille, à Zineb Redouane, qui a été il y a 10 ans aussi, quelqu'un était décédé d'un tir de LBD. Voilà, donc, en aucun cas, on ne peut considérer que je me mets dans la situation où un tir de LBD tue quelqu'un. Oui. On ne peut pas parler, on n'est pas ici face à une situation comparable, par exemple, au cas de Malik Oussekine. Non. Il y a une différence de nature entre les deux, entre des voltigeurs, pour mémoire, qui entrent dans une cage d'escalier pour assommer quelqu'un, pour le tuer à coups de matraque, quelqu'un dont il ne savait pas, à l'époque il était sous dialyse d'ailleurs, mais enfin peu importe si vous voulez, il y a quand même un geste, ça n'est pas le même geste. Le tir de LBD qui a éborgné Jérôme Rodriguez n'est pas de même nature que les voltigeurs qui sont allés tuer Malik Oussekine. Non, mais dans les deux cas, c'est une violence illégitime. Pourquoi ? Parce que l'usage de la force par la police est encadré par la légitime défense. La légitime défense, c'est la même règle pour vous, pour moi et pour un policier. Il faut que la menace, elle ait été réelle. Il faut qu'ensuite que la réponse ait été simultanée et qu'elle ait été surtout proportionnée. Or, ça n'était pas le cas dans le cas de Jérôme Rodriguez. Est-ce que c'était le cas ? Est-ce qu'il représentait... Il y avait ce jour-là plutôt du calme, effectivement. Est-ce qu'il représentait une menace ? Non, donc le critère de la menace réelle tombe. C'est recevable s'il a été visé. Certains disent que Jérôme Rodriguez a été visé, d'autres le contestent. Il a été visé, et ça marche pour d'autres, de toute façon, d'autres manifestantes ou manifestants, et puis surtout, la proportion. La légitime défense, c'est répondre de manière proportionnée à la première violence. Voit-on une proportion ici ? Voit-on un usage proportionnel de la violence ? Non, mais en revanche, quand on voit les images du Fouquet's ou quand on voit les images de l'Arc de Triomphe ou quand on voit les portails de ministères enfoncés, on se dit que peut-être que la police surréagisse. Mais ce ne sont pas les mêmes. Ceux qui ont été mutilés ici, sont-ils les mêmes que sur les images là-bas ? J'en suis pas sûre. Les gens qui ont été tirés, on leur a tiré dessus de manière arbitraire, indistincte. Et c'est ça le problème de la répression aujourd'hui, c'est qu'elle agit indistinctement. Reste que, il y a quand même des policiers qui sont condamnés pour violence, dans un État qui n'est pas démocratique, pas encore, mais sur les 229 procédures qui ont été entamées, on va voir. L'intérêt de l'émission ou de la discussion que nous enregistrons maintenant, c'est qu'elle se fait en amont d'un certain nombre de procès qui vont avoir lieu. Alors là, pour le coup, ça va très vite. Les procès contre les Gilets jaunes et les comparutions vont plus vite que les procès contre les policiers où l'IGPN est saisi avant les tribunaux. Tout à fait, c'est ce que Michel Foucault appellerait la gestion différentielle des illégalismes. Des violences manifestantes vont être rapidement jugées, sévèrement jugées, punies en comparution immédiate, c'est-à-dire en 29 minutes. Comment peut-on se défendre en 29 minutes ? Des policiers qui mutilent, qui blessent, voire qui tuent, puisque là on est dans une histoire longue, sont rarement punis. Voici Madame Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, qui revient sur l'épisode fameux de la chemise arrachée, souvenez-vous, du DRH d'Air France. Écoutez-la. Les militants ou les salariés qui se défendent, c'est-à-dire qui vont manifester, qui vont faire grève, qui vont se réunir, qui vont réfléchir à des actions justement pour améliorer leur sort, eux, souvent, vont être stigmatisés sur un point et vont être accusés à leur tour d'être, eux, les agresseurs.
On peut avoir comme exemple justement l'entreprise publique Air France, où on se souvient donc de cette chemise arrachée, où finalement, d'ailleurs, peut-être qu'on se souvient pour la plupart, en tout cas des gens peuvent se souvenir que de cette chemise arrachée, alors que c'est dans un contexte bien particulier, alors que c'était une annonce de plan social terrible, c'est-à-dire de personnes de licenciement, de restructuration et donc un changement de vie pour la plupart des salariés. C'est un choc parce que forcément, lorsqu'on perd son travail ou lorsqu'on doit travailler à des kilomètres, on a un changement de vie qui est violent et qui a souvent des conséquences d'ailleurs sur notre vie familiale, qui peut enclencher des suicides, des divorces, enfin voilà, c'est des déchirements. On retrouve d'ailleurs des personnes qui sont complètement abîmées. Et donc face à ça, là il y a eu une espèce d'explosion de colère, parce que en premier lieu c'est souvent de la colère qu'on peut constater. La violence sociale et structurelle, je pense qu'elle est énorme et de plus en plus énorme en effet. Et par contre, nous, en tout cas, en tant qu'organisation syndicale, nous pensons que, justement, face à la violence, il ne faut pas répondre par la violence parce que, finalement, la violence, à mon avis, c'est ce que nous pensons, en tout cas à la CGT aussi, c'est que la violence n'apporte pas de solution. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort de parler du contexte, de parler des plans sociaux, de la restructuration, des changements de vie, des divorces, des problèmes que ça pose, etc. Des suicides. Et du fait surtout que, de façon générale, une trajectoire individuelle, la construction d'une vie, n'est jamais un chiffre, n'est jamais seulement, uniquement un chiffre. Tout ça, il faudra avoir un cœur de pierre pour ne pas adhérer à ça. Mais à la seconde où elle donne le sentiment, sans aller jusqu'à le dire, et c'est ça au fond que je lui reprocherais, que cette violence sociale justifie, excuse le fait d'arracher la chemise du DRH, c'est à cet endroit-là que la question de la responsabilité, qu'il y a une sorte de brouillage autour de la question de la responsabilité. Qu'il y ait de la violence, que cette violence produise de la violence, c'est sûr, mais qu'on excuse la violence produite par la violence sociale, c'est là que j'ai du mal. J'arrive toujours pas à suivre Manuel sur cette question. Il ne s'agit pas forcément d'excuser, on n'est pas des moralistes, on n'est pas des juges, là on est entre philosophes, sociologues, on essaie de comprendre, les logiques sociales. Et je pense que le contexte qu'elle mentionne est important, parce que c'est vrai, on focalise toujours sur la violence des dominés, des salariés. Jamais sur celle des dominants, parce que la violence des dominants, et je vais vous donner un exemple, elle est beaucoup plus feutrée, elle est beaucoup plus pernicieuse, elle est beaucoup moins visible. Quelques mois plus tôt, le PDG de Air France, Alexandre de Juniac, tient une conférence comme ça devant d'autres patrons français dans le cadre d'une abbaye. On est là entre gens en costume cravate, extrêmement polissés. Il disserte doctement sur l'idée de rétablir le travail des enfants. Et il va plus loin, quelques minutes plus tard dans sa conférence qui a été filmée et diffusée par Mediapart, mais qui n'a pas connu du tout le succès médiatique de cette chemise arrachée, on le voit en train de raconter une discussion qu'il a eue avec son homologue, donc c'est le PDG d'Air France qui raconte une discussion avec son homologue PDG du Qatar, et qui dit « Nous, au Qatar, vous savez, les grévistes, on les envoie directement en prison. » Et il blague là-dessus sur le travail des enfants, les grévistes qu'on envoie en prison. Et cette violence-là, pour ces gens qui se suicident, la violence dont vous parlez, elle serait recevable si Juniac décidait de s'inspirer des méthodes du Qatar pour les appliquer à la direction des ressources humaines d'Air France. La violence des mots, la violence du mépris qu'on voit aujourd'hui tous les jours dans la parole d'un certain monarque présidentiel, c'est une violence aussi. J'entends bien, mais alors, la chemise, j'en reviens à la chemise. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors la chemise, je me permets de faire mon historienne. Je vous demande de le faire. Mais une chemise arrachée d'un DRH, ça paraît bien dérisoire au regard des luttes. J'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une focalisation sur cette chemise qui paraît totalement dingue. La focalisation vient du fait qu'il y a un brouillage sur le sens à donner à ce geste. J'arrive pas à savoir si vous considérez que ce geste doit être pénalement répréhensible ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si pénalement c'est bon ou mal. C'est la seule question. Non, la question elle est politique, et ce dont on parle là, on a une discussion ici qui n'est pas une discussion juridique, on a une discussion qui est politique, et la question politique, c'est de savoir si la violence favorise ou décrédibilise le mouvement. Et en l'occurrence, la violence ici, elle décrédibilise le mouvement, puisqu'on ne parle plus des 2900 emplois supprimés. La violence
dans le cadre des Gilets jaunes, elle fait qu'on ne parle plus des problèmes de justice sociale, climatique qui ont été posés sur la table par les Gilets jaunes, mais on parle des moyens qui ont été mis en œuvre. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État, et ça c'est attesté par des vidéos, je vous les enverrai si vous voulez, dans lesquelles on voit des agents provocateurs, des forces de l'ordre, enlever leur uniforme, s'habiller en casseurs et aller casser des vitrines, parce que le pouvoir sait très bien que ce genre d'image va desservir les contestataires. En mode paillote. Vous pensez que de la même manière que le pouvoir a fait incendier une paillote il y a 20 ans, il a déguisé des policiers en gilets jaunes en leur demandant de casser. Vous avez des preuves de ça ? Exactement, je pourrais vous les fournir et vous pourrez les retrouver rapidement dans la presse en les cherchant sur Internet. Et quand ce ne sont pas des actes, ce sont des mots. Ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est la délégitimation de luttants ou de revendications ou de causes par les mots. Être des casseurs, être une foule haineuse, être des terroristes, être des fous. Les mots sont très importants et aujourd'hui, on voit très bien que le pouvoir politique se sert des mots pour stigmatiser, délégitimer des luttes et empêcher que les gens se solidarisent et aient de la sympathie pour des mouvements en lutte, justement. Mais au départ, les mots violents étaient ceux des gilets jaunes, et à bon droit d'ailleurs. Et le mouvement recevait la sympathie de la majorité de la population. Il l'a gardé par ailleurs. Il en a gardé une partie, pas toute, mais il en a gardé une partie. Cette sympathie venait du sentiment général, et là je crois qu'on sera tous d'accord, qu'au fond il y avait là une colère qu'on pouvait difficilement contester. La contestation n'était pas contestable, l'idée même de contestation n'était pas contestable. Mais enfin, les Gilets jaunes ont quand même perdu un peu de cette sympathie. Peut-être ont-ils une part de responsabilité là-dedans, le fait de ne pas se donner de représentants, le fait d'avoir des doléances variables, le fait aussi de commettre aussi des prédations, enfin tout cela est... Je veux dire, le principe de responsabilité ne peut pas être unilatéralement celui de l'État, en l'occurrence, non ? Non, mais par contre, vous avez commencé en disant les premiers mots violents ont été prononcés par les Gilets jaunes. Excusez-moi, qui a parlé des gens qui ne sont rien ? Qui a parlé des illettrés ? Qui a parlé des fainéants ? Qui a parlé des Gaulois réfractaires ? Ah oui, mais on peut remonter très loin. On remonte... non, moi je remonte là. Mais ce qui est intéressant, pardon, c'est que qu'il y ait une violence et un mépris là-dedans. Mépris de classe. Mépris de classe. Et qu'on l'interprète de cette façon-là, il n'y a rien à dire à ça. Non, c'est quel est le pouvoir, quel est le blanc-seing donné à celui qui est méprisé par le mépris lui-même. Jusqu'où celui qui est méprisé peut-il aller trop loin dans la réponse au sentiment d'être méprisé ? Non, et c'est pour ça qu'à la violence de l'État, il convient de répondre autant que faire se peut. Et c'est pas toujours possible, mais il convient de répondre de manière non violente. Et c'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes dans 99% des cas. Pacifiquement, ils ont occupé des ronds-points, pacifiquement, ils ont occupé des centres commerciaux, pacifiquement, ils ont manifesté. Donc, arrêtons de nous focaliser sur ces 1%. Les Gilets jaunes sont en très grande majorité pacifistes. Les non-violents qui répondent à la violence de l'État. Personne ne conteste ça, c'est pas la question. En revanche, que les gens, ceux qui identifient le mouvement des Gilets jaunes à une violence pure ou à un antisémitisme pur sont fous ou malhonnêtes. Personne ne le fait, en l'occurrence. En tout cas, personne ne le fait ici. Non, c'est malhonnête. Mais il n'est pas moins malhonnête de dire quand quelqu'un casse quelque chose ou quand quelqu'un s'en prend à un bâtiment public, il est victime avant d'être prédateur. Oui, mais il est malhonnête aussi de dire que quand quelqu'un casse un bâtiment, c'est une espèce de rage aveugle, sans aucune rationalité politique, Exactement. alors que ce qui est cassé, ce sont quand même, excusez-moi, mais c'est pas symboles. n'importe quoi, c'est des symboles. Une banque, il faut être aveugle pour pas comprendre que quand on casse une banque, on s'en prend au symbole du capitalisme. Est-ce qu'on vit plus librement, plus démocratiquement, dans un monde où les violences des Gilets jaunes sont indexées sur la violence sociale qui les précède au point de n'être pas condamnées, ou bien dans un monde où, malgré les violences sociales qui leur ont donné le jour, les individus qui mettent le feu aux Fouquettes sont responsables de leurs actes et vont en prison pour ça? Mais vous savez, moi je suis pour une résistance non violente parce que d'abord on l'a dit, la violence ça décrédibilise le mouvement. Ensuite sur le terrain de la violence, les Gilets jaunes seront toujours perdants parce qu'ils ont face à eux des armées de Robocop qui sont des dizaines de milliers, donc ils seront perdants. Et ensuite troisième argument, parce que dans les rares cas de l'histoire où on a eu des révolutions violentes, en général ça a débouché sur des régimes parfois encore plus inhumains que les régimes qui prétendaient contester. Donc je suis à 200% non violent. Mais comme Gandhi, et je conclurai là-dessus, quand je n'ai le choix qu'entre la passivité, donc finalement la complicité avec l'ordre établi et son cortège de souffrance et d'injustice, quand je n'ai le choix qu'entre la passivité et la violence, eh bien je choisis, ça me brise le cœur, mais je choisis quand même la violence. C'est le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Une chose est de considérer, comme beaucoup le font, que la violence sociale ou la violence policière sont premières, voire délibérées. Qu'elles sont en tout cas à l'origine de tous les débordements qui doivent en retour bénéficier de circonstances atténuantes. Mais c'en est une autre, d'estimer comme peu le font, qu'en conséquence,
les débordements des Gilets jaunes sont excusables ou dispensés de sanctions. Autrement dit, si toute réflexion sur la violence doit prendre en compte les sources de la violence, la légitimité d'une colère ne suffit pas à légaliser son expression.